Vous l'attendiez et la voici. Aujourd'hui nous signons le grand retour des vidéos sur les fruits du démon. Après ceux des 3 grands corsaires, des 3 empereurs et des amiraux, voici qu'aujourd'hui dans ce 6e volume, nous allons étudier et tenter de dessiner 3 fruits sous-estimés dans One Piece et qui pourtant sont loin de nous avoir démontré toute l'étendue de leur pouvoir. Alors si vous êtes heureux de revoir ce format sur la chaîne et que vous souhaitez en voir d'autres, c'est le moment pour vous d'exploser les likes et surtout vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous remercie sincèrement et avant de découvrir ces 3 fruits du démon hors du commun, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Red Shadow Legends. Aujourd'hui nous célébrons sur la chaîne un événement marquant, le 4e anniversaire de ce jeu mondialement connu et aux millions de téléchargements. Un anniversaire que je fête également puisque cela va aussi faire 4 ans que j'ai réalisé mon premier placement de produit avec eux. Alors à l'image d'un banquet géant dans One Piece, rejoignez la table de Roto, Sarmorier, Lydia ou encore le Seigneur Tombeau, mes 4 personnages préférés parmi ces 700 champions disponibles les plus uniques les uns que les autres pour vivre de nombreux événements absolument fous en jeu. Des codes promo, des cadeaux offerts, des offres dédiées, mais le summum reste la nouvelle fusion vous permettant de récupérer un champion légendaire lié à cet anniversaire. Et si vous êtes membre d'Amazon Prime, alors profitez-en car après avoir reçu Gembo, vous serez éligible pour l'offre de l'équipement sauvage disponible du 2 au 30 mars. De nombreuses autres récompenses exclusives vous attendent, alors foncez. Vous l'aurez compris, c'est le moment ou jamais pour jouer à Red Shadow Legends. Je vous invite donc à passer par mon lien en description ou à scanner le QR code à l'écran et ainsi obtenir un tas de bonus plus incroyables les uns que les autres. Et la cerise sur ce gâteau est Kellange Shrike, un puissant et unique champion épique. Profitez-en bien, n'attendez plus et surtout, joyeux anniversaire Red Shadow Legends. De tous les fruits du démon spéciaux existants, l'un d'eux se distingue par son pouvoir exceptionnel et quasi irréel. J'ai nommé le Toki Toki no Mi, mangé par nul autre que Toki Kozuki. La force principale de ce paramécia permet à son utilisateur d'agir sur le temps. Si ce n'est ce détail, nous ignorons quasiment tout ce fruit du démon, pourtant si puissant. Toki n'a été en mesure que de nous montrer une seule capacité de son fruit, le voyage dans le futur. Jusque-là, nous avions dans One Piece des fruits cosmiques capables de se déplacer à la vitesse de la lumière comme le Pika Pika no Mi ou de contrôler la gravité tel le Zushi Zushi no Mi de Fujitora. Mais le fruit Toki va encore plus loin puisqu'il défie les lois de la physique. Seules 2 solutions dans notre monde ont été proposées pour démontrer que le voyage dans le futur pouvait devenir réalité. La relativité restreinte et la relativité générale. Toutes 2 issues du célèbre Albert Einstein. Et cela tombe bien puisque Vegapunk s'inspire justement de ce génie qui lui-même tire sa science de l'ancien royaume. C'est pourquoi ce fruit si spécial pourrait avoir été créé par les scientifiques actifs du siècle oublié. Car c'est le premier détail notable, d'autant que Toki s'est justement téléporté depuis cette ère. Même si son pouvoir est tout de même incroyable, il n'en reste pas moins limité puisque Toki affirme n'être disposé qu'à agir vers le futur et non vers le passé. De la même manière que les scientifiques de notre monde parviennent à expliquer en théorie la possibilité du voyage dans le futur, celui du passé en revanche est beaucoup plus hypothétique. C'est pourquoi nous n'allons parler aujourd'hui que de la faculté à voyager dans le futur, car ce paramécia pourrait receler de nombreux autres pouvoirs. Se téléporter, changer de dimension ou encore jouer avec le temps en le ralentissant, le stoppant et même en l'accélérant, pour lui permettre de bouger si vite que le monde paraîtrait immobile. Toutes ces capacités qui sont possibles avec l'élément temporel, mais qui pourtant n'ont pas été utilisées par la reine Kozuki. Peut-être nous sauront-ils un jour dévoiler à travers son nouvel utilisateur, puisque Toki étant morte, son fruit est à nouveau disponible. Reste à savoir si ce dernier n'aurait pas, tout comme son prédécesseur, voyagé dans le futur après son obtention. Ça, seul l'avenir nous le dira. À l'exception de ne pouvoir envoyer qu'un nombre limité de personnes dans le futur, le plus gros point faible du Toki Toki no Mi réside avant tout dans le manque cruel d'informations à son sujet. Toki n'ayant pas démontré d'autre pouvoir que celui de voyager dans le futur, il est alors extrêmement difficile de jauger de ses capacités mentales, physiques ou même environnementales. L'exemple parfait est sa rencontre avec Kaido, où cette dernière n'a à aucun moment fait usage de son fruit du démon. Pourtant, multiples auraient été les capacités envisageables procurées par ce fruit. Stopper le
le temps pour gagner quelques secondes et s'enfuir avec ses enfants, tenter d'esquiver les attaques en se déplaçant dans le futur de quelques microsecondes, ou encore ralentir l'incendie du château, ce qui aurait permis aux civils qui se trouvaient à l'intérieur d'être sauvés. Or, rien de tout ça ne s'est produit. Pourtant, l'appellation de ce fruit du démon est bien le fruit du temps et non le fruit du futur, signifiant que son impact s'étend sur le royaume temporel en général. C'est pourquoi je dirais que la plus grande faiblesse de ce fruit du démon est que son utilisateur semble ne pouvoir l'utiliser que pour une raison bien précise et sur un temps défini. Ce qui expliquerait pourquoi Toki aurait gardé cette ultime capacité pour renvoyer dans le futur son fils et certains fourreaux. Cependant, l'hypothèse que cette dernière n'ait volontairement pas développé ses pouvoirs est à prendre en compte. On sait très bien que les fruits du démon requièrent de nombreuses utilisations et une certaine expérience pour dévoiler de nouvelles techniques. Toki s'est peut-être alors simplement contenté d'utiliser son fruit du démon pour voyager dans le futur et n'a pas cherché à l'exploiter à son plein potentiel. Le principe de l'éveil consiste à transformer l'environnement en la matière du fruit du démon tout en affectant le corps de l'utilisateur. C'est en tout cas ce qu'on en a pu voir avec Doflamingo, modelant tout ce qui est matériel en fil, ou Luffy parvenant à rendre le sol caoutchouteux et élastique. Alors comment le Toki Toki no Mi pourrait parvenir à cet exploit? Si l'un de ses points forts consiste à faire voyager dans le futur un corps terrestre, son éveil, lui, pourrait tout bonnement lui permettre de téléporter tout un pays dans le futur. Un pouvoir si grand qui aurait été bien utile durant le siècle manquant, car cela aurait permis à l'ancien royaume d'être envoyé à l'époque où nous nous trouvons et ainsi donner l'occasion de préserver l'histoire. Ces 800 ans tombés dans l'oubli sans qu'on ne sache encore ce qui a provoqué sa disparition. C'est pourquoi ce fruit du démon est l'un des fruits au plus haut potentiel caché, car si cet éveil avait pu naître, la quête du trésor du One Piece n'aurait tout simplement jamais existé. Maintenant que vous en savez plus sur les points forts, faibles et l'éveil du Toki Toki no Mi, il est à présent temps de créer le design de ce fruit temporel. Au niveau de sa forme, j'ai opté pour le cadran d'une montre à gousset entourée d'une feuille crantée qui rappelle l'engrenage de l'horlogerie et dont les tiges se croisent pour symboliser des aiguilles. Au niveau des couleurs, j'ai opté pour un peu de douceur avec du rose entouré de beige, symbolisant ainsi les pétales des fleurs de Sakura en hommage à Wano Kuni. Et voici le résultat final du Toki Toki no Mi. Si le personnage de Big Mom n'existait pas, je pense que j'aurais sans aucun doute choisi Monet comme personnage féminin préféré. Charismatique, belle, intelligente et un flow exceptionnel, son design est pour moi l'un des plus réussis parmi les femmes de One Piece. Ce n'est cependant pas son physique qu'on va analyser aujourd'hui, même si je sais que ça risque de faire des déçus, mais bien son fruit du démon, le Yuki-Yoki no Mi. Ce logia permet de produire, contrôler et de devenir de la neige, ce qui fait d'ores et déjà de lui un fruit exceptionnel vu qu'il génère de l'eau, cet élément source de destruction chez les utilisateurs. Seul Aokiji, détenteur du Logia de la glace, avait été en mesure de réaliser cette prouesse. Même si le fruit de Monet reste plus faible face au Ieie no Mi selon Oda, il n'en reste pas moins l'un des fruits capables de rendre son utilisateur incroyablement puissant. En termes de capacité, elle peut générer d'immenses tempêtes de neige, former une barrière tel un igloo ou un mur plus solide pour y retenir ses adversaires. Même si la neige est un élément impalpable, elle parvient à le rendre tangible en créant des ailes artificielles lui permettant de voler et ainsi offrir un combat aérien tout en ayant une agilité et une vitesse accrue. Ces ailes ont également la particularité de se geler, devenant ainsi des lames de neige aiguisées capables de résister au sable de Zoro et pouvant même devenir une véritable épée grâce à sa capacité Ada-Katana. Au corps à corps, son fruit est un véritable atout. Étant de type Logia, son corps intangible lui permet de résister aux attaques ou encore aux balles comme on l'a vu avec le G5. Grâce à cette technique neige éternelle, Monet peut modeler cet élément sur tout son corps pour le transformer en un énorme monstre des neiges capable de figer son ennemi et à l'aide de longs crocs acérés déchiquette la chair et les os de ses victimes. Enfin, sa résistance extrême au froid est tout sauf négligeable puisqu'à titre d'exemple, si le géant antique Oz avait obtenu ce fruit, il n'aurait jamais perdu la vie au pays des glaces. Forcément, qui dit neige dit eau, et qui dit eau dit l'élément du feu pour vaincre ce Logia. C'est l'un des plus gros points faibles de ce fruit, puisque Monet fond comme neige au soleil en présence de cet élément incandescent, et ça, Nami l'a bien compris en invoquant grâce à son climatacte un nuage de chaleur. Mais le feu n'est pas le seul élément négatif, puisque même si le Yuki-Yoki no Mi se compose d'eau, il n'en reste pas moins vulnérable au contact de cette dernière, comme n'importe quel fruit du démon. Par ailleurs, même si ce Logia est puissant, il n'en reste pas moins inférieur à celui du Ieie no Mi, et ceci s'explique
s'explique avant tout par l'écart de degrés entre la glace et la neige, empêchant ainsi au Yuki Yukinomi d'atteindre une température aussi extrême qu'Aokiji qui lui permet de geler entièrement ses adversaires. Jamais d'éveils confirmés de Logia ne nous ont été révélés. Seuls ceux des Paramecia ou des Zoan mythiques ont eu ce privilège. Malgré tout, les Logia de type magma et glace semblent pourtant nous avoir démontré une forme d'éveil, puisque lors de l'affrontement entre Kizaru et Akainu, ces ex-amiraux sont tous deux parvenus à modifier le climat du Nil et ainsi étendre leur pouvoir. C'est pourquoi le Yuki Yukinomi pourrait parfaitement transformer un pays ensoleillé en une terre enneigée. Il aurait alors une forte utilité pour y loger des bases militaires et scientifiques, pour étudier par exemple des espèces issues de ce climat, ou encore l'agrypnie totale, le principe de ne jamais dormir, et qui toucherait selon les légendes les habitants des pays froids. Le Yuki Yukinomi n'assemble donc pas encore tout dévoilé de ses mystères, et l'un d'eux est justement son design. Pour parvenir à dessiner ce fruit élémentaire, il fallait donc opter pour une apparence reconnaissable. C'est pourquoi j'ai opté pour la forme la plus basique qui soit, le flocon de neige. Il enveloppe une boule de neige dont la tige reprend la forme du flocon pour rappel. Et pour les couleurs, j'ai opté pour un bleu et blanc glacé. Et voici le résultat final du Yuki Yukinomi. Après Monet, c'est naturellement au tour de sa petite sœur de faire son entrée dans ce top 3 des fruits du démon. J'ai nommé le Obi-Obi-Nomi détenu par Sugar. Voilà un fruit des plus étonnants et pourtant au pouvoir incroyablement puissant. Car oui, ce Paramecia est tout de même à l'origine de la transformation en jouet de quasi tout un pays et sur lequel reposait la gloire du grand Doflamingo. En touchant simplement un être vivant, Sugar parvient à les contrôler telles de simples marionnettes, allant même jusqu'à créer des poupées quasi indestructibles et inertes. Avec sa technique Atamawari Ninjo, elle peut ainsi transformer quiconque en une poupée casse-tête géante. Sans volonté propre ni dotée de paroles, ces zombies sont d'une résistance à toute épreuve et même décapités, ils se relèvent sans le moindre problème. Ce procédé lui permet également de passer un contrat avec ses victimes. Il lui suffit alors de leur donner un ordre et les personnes transformées en jouets l'exécuteront instantanément. En plus de ce contrat, leur existence est complètement effacée de l'histoire et même leurs plus proches amis ou parents les oublient. Ce pouvoir est si puissant qu'il n'a presque aucune limite de temps vu qu'il confère une sorte de jeunesse éternelle à son utilisateur. C'est pourquoi Sugar a gardé son apparence d'enfant après avoir mangé ce fruit du démon. Même si nous ignorons encore si rester jeune lui permet en retour d'avoir une espérance de vie illimitée, il n'en reste pas moins que ce principe se rapproche fortement du pouvoir du Ope-Ope-Nomi et de sa technique ultime, fontaine de jouvence. Le Obi-Obi-Nomi pourrait alors parfaitement permettre à son utilisateur d'obtenir le trésor de Marie-Joise que Doflamingo convoitait tant. Même si ce fruit semble être invincible et incroyablement puissant, il n'en reste pas moins qu'il possède, comme tous les fruits du démon, des points faibles. Au-delà du coutumier pouvoir de l'eau, le talon d'Achille du fruit du jouet réside principalement dans la résistance de son utilisateur. Dès lors où ce dernier s'évanouit ou est vaincu, son pouvoir se dissipe malgré sa durée de vie quasi illimitée. Puisque je le rappelle, la malédiction du joujou lancée sur le peuple de Dressrosa a perduré pendant près de 10 ans. C'est face à Usopp et par le biais d'un hasard chanceux que le pouvoir de Sugar disparaît après que ces dernières se soient évanouies de frayeur en voyant le visage du roi des snipers. Un point commun qu'elle partage d'ailleurs avec sa sœur Monet qui, tétanisée par l'aura de Zoro, céda à la peur. Enfin, il y a bel et bien une faille dans ce fruit, le contrat passé avec ses jouets. En ne stipulant pas les termes exacts du contrat à sa marionnette, celle-ci est libre de ne pas respecter les ordres donnés par son créateur. Ainsi, Kyros fut le premier et le seul jouet à se rebeller sans que Sugar ne puisse y faire quoi que ce soit. En dépit de ces détails, même si le pouvoir du Obi-Obi-Nomi semble illimité, il n'en reste pas moins un fruit aux nombreuses failles. De plus, dès lors où son utilisateur est défait, son pouvoir se voit annulé, contrairement au Mero-Mero-Nomi, dont le pouvoir perdure même après la mort. En effet, comme le mentionne Barbe Noire, le pouvoir de Bon Hancock ne peut être annulé même si son utilisatrice décède. Ainsi, même le prochain détenteur ne sera pas en mesure d'annuler la malédiction. Bon, il est maintenant temps d'imaginer l'éveil que pourrait offrir le fruit du Obi-Obi-Nomi. Ce Paramecia étant déjà surréaliste en réussissant à transformer quasi tout un pays en jouet, il est difficile d'imaginer plus grand. Et pourtant, c'est possible. En effet, si ce dernier s'étend à l'environnement, Sugar pourrait alors ne plus avoir besoin de toucher un être vivant, mais simplement à transformer un paysage entier en jouet. Ainsi, dès lors où quelqu'un traverserait cette zone, ce dernier deviendrait instantanément une nouvelle marionnette de Sugar.
Une autre façon également de rendre utile cet éveil serait de l'utiliser au corps à corps. À l'image de Nika qui transforme ses combats en véritable cartoon, le Obi Obi no Mi partagerait cette même thématique. Un mur de béton devenant aussi mou que de la mousse d'un ours en peluche ou des immeubles qui s'effondrent sous une pluie de Lego. Bref, tout serait alors possible avec l'éveil du fruit du jouet. Nous voici arrivés au tout dernier design des fruits du démon de cette vidéo. À quoi pourrait donc bien ressembler le fruit du Obi Obi no Mi? J'ai hésité longuement entre deux formes, puisqu'au départ j'avais imaginé un fruit en forme de Lego, mais je voulais tout de même qu'il soit beaucoup plus personnalisé. C'est pourquoi j'ai opté pour la forme d'un jouet ancien, le bilboquet. J'ai donné une forme ovale et violette pour rappeler le raisin, nourriture préférée de Sugar, et transformé le manche et la corde du bilboquet en lui donnant un aspect bois et liane pour le feuillage. Et voici le résultat final du Obi Obi no Mi. Et voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Comme vous avez dû vous en douter, les fruits de cette vidéo ont tout un point commun, ils appartiennent à des femmes. Cette vidéo était à la base prévue pour le 7 mars, en hommage à la journée des femmes, mais je me suis un peu plantée dans les dates, donc vraiment mea culpa. Je tenais tout de même à y faire un petit clin d'œil et montrer à quel point aussi dans One Piece, il y avait des utilisatrices de fruits du démon à la puissance et au talent incroyable. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et surtout mon petit cœur en commentaire qui me fait toujours plaisir. Et me dire également votre fruit préféré entre celui de Toki, Monet et Sugar, ainsi que les prochains fruits que vous souhaiteriez voir dans le prochain volume. Nous on se quitte avec l'illustration de ces 3 fruits du démon, et en attendant je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end, et comme toujours, prenez bien soin de vous.